Bonjour à tous, on va enchaîner. On a une présentation qui est assez dense. On a 2 minutes par slide, on a 32 slides. Donc, on va dépoter. Donc, qu'est-ce que le prélèvement à la source? Donc, le thème là, de cette petite image, en fait, c'est pour illustrer que le prélèvement à la source est un serpent de mer dont on voit enfin la tête aujourd'hui, puisque ça avait été mis en place juste après la guerre. Ensuite, ça a été supprimé et tous les présidents de la République, année après année, ont essayé de remettre en place le prélèvement à la source. Et il a été remis en place, il me semble, après en 1954, et puis il a été resupprimé. Et à chaque fois qu'on a un président, il y a des tentatives pour réformer ou avancer sur ce régime. On est un des derniers pays européens à mettre ce régime-là en place. Donc on va vous détailler ça. Donc les principaux objectifs du prélèvement à la source, en tout cas annoncés par le gouvernement, c'est effectivement d'avoir une taxation contemporaine des revenus pour éviter le décalage qu'on connaît actuellement entre la perception du revenu, la déclaration des revenus et seulement un an après le paiement de l'impôt. Ce système pose aussi des difficultés pour les personnes en matière de trésorerie. Imaginons quelqu'un qui a une baisse de revenus, qui est au chômage. Il y a le décalage, donc il doit quand même payer le même montant d'impôt alors que ses revenus baissent. Donc effectivement, les objectifs secondaires, ça va de pair. Grâce au prélèvement à la source, l'assiette du prélèvement va pouvoir automatiquement s'ajuster avec les revenus du contribuable. On verra qu'il y a toujours besoin de faire des déclarations de revenus, mais du coup le taux va s'adapter plus facilement et plus rapidement. Et il y aura aussi la possibilité pour les contribuables d'adapter leur taux en déclarant eux-mêmes leurs changements. Heureux ou malheureux, comme une naissance, par exemple, d'un enfant ou le décès d'une personne du foyer fiscal. On rappelle, donc, ce n'est pas une réforme de l'impôt sur le revenu à proprement parler, c'est une réforme des modalités de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Donc, on a le maintien de la campagne de déclaration des revenus, comme on l'avait jusqu'à présent chaque année. Donc, chaque année, on va devoir déclarer ses revenus. Et chaque année, vous allez recevoir un avis d'imposition qui reprend l'intégralité de vos revenus et évidemment sur lequel on va faire apparaître le montant des prélèvements qui auront été opérés et qui viendront en déduction de ce que vous avez à payer. D'accord ? Donc, il n'y a pas de modification non plus de l'assiette de l'impôt, sauf, on le verra à la fin si on a le temps, en 2018, pour notre fameuse année blanche. Il n'y a pas de modification non plus dans le calcul de l'impôt sur le revenu. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Sauf pour les revenus de 2018, on va avoir une année blanche, mais on va y revenir après. D'accord ? Donc là, la réforme est mise en œuvre pour quasiment tout le monde au 1er janvier 2019. Les calculs sont-ils aussi compliqués que ne laisse présager cette diapositive? Alors, on ne rentrera pas forcément ici parce qu'on n'a pas le temps dans le détail des calculs de l'impôt, mais effectivement, ce n'est pas forcément très simple à comprendre. Alors, vous avez là un calendrier de la réforme. Je ne sais pas si on va prendre un petit peu de temps pour le détailler. Donc, en avril-juin, on a fait, normalement, si vous êtes à jour, vous avez fait une déclaration de vos revenus de 2017. Durant l'été, plus tard au mois de septembre, vous avez dû recevoir le taux de prélèvement à la source qui va s'appliquer sur vos salaires, sur vos retraites, ou un montant d'acompte à reverser si vous êtes en BNC ou si vous êtes dirigeant de société. Sur cet avis-là apparaît la possibilité d'une option pour un taux non personnalisé, individualisé, ou un prélèvement trimestriel. On va revenir sur les détails. D'accord ? Donc en octobre, normalement, vous avez payé le solde de votre impôt sur le revenu et le taux de prélèvement a été envoyé aux différents collecteurs. D'accord ? Donc ensuite, on passe vers la droite. Donc en janvier,
on va commencer le début du prélèvement automatique. Donc l'impôt sur le revenu va être déduit directement sur les fiches de salaire et sur les versements des pensions. En avril-juin de 2019, je vais faire la déclaration de mes revenus de 2018. D'accord ? Et en septembre, émission de l'avis d'imposition et recalcul d'un nouveau taux de prélèvement qui va être transmis aux employeurs et qui vont l'appliquer, je ne sais plus exactement. À partir de septembre. À partir de septembre, voilà. Et après, après, on continue. Et tous les ans, on dépose une déclaration d'impôt sur le revenu avec une mise à jour automatique du taux de prélèvement. Ce qu'on peut se poser comme question aujourd'hui, c'est est-ce que le calendrier est en place par rapport à la réforme ? Donc, on peut considérer que oui, globalement, le calendrier est maintenu et tenu. Je ne sais pas si vous êtes concerné par des salariés dans votre entreprise ou dans votre cabinet, mais vous avez dû voir que sur le plan des bulletins de salaire, on peut faire aujourd'hui de la préfiguration pour montrer aux salariés comment va se passer le prélèvement à la source sur son bulletin de salaire. Donc voilà, il y a des notes d'information aussi qui sont passées, que les impôts ont passé aux différentes entreprises et au cabinet expertise comptable dont je fais partie. Voilà, il y a quand même tout un tas d'informations qui, depuis le mois d'octobre, sont en place et qui permettent de dire que globalement, voilà, tout va pouvoir être lancé dès le début du mois de janvier de 2019. Après, on reviendra un petit peu sur quelques points de détail, mais je te laisse continuer. Alors, quels sont les revenus dans le champ du prélèvement ? Puisqu'effectivement, tous les revenus, ce serait trop simple, ne sont pas dans le champ du prélèvement. Donc, dans le champ du prélèvement, de manière classique, on a les salaires ou les pensions de retraite, les revenus d'activité indépendante, donc travailleurs non salariés, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, les revenus fonciers également. Bon, on vous donne les principaux revenus auxquels vous pouvez penser. Et en revanche, ne sont pas dans le champ du prélèvement à la source les revenus de capitaux mobiliers, notamment les dividendes. Là, ils font déjà en fait eux-mêmes l'objet d'une sorte de prélèvement à la source aujourd'hui, donc pas la peine de les réinclure dans ce nouveau système. Les plus-values de cession de valeurs mobilières, là encore, elles sont hors champ du prélèvement. Et plus généralement, tous les revenus non soumis au barème, je pense par exemple aux plus-values immobilières, là encore, elles ne sont pas soumises par le champ du prélèvement. Donc ces revenus seront taxés, eux, différemment et pas par le biais de ce prélèvement qui va être mis en place à partir de janvier prochain. On a deux types de mécanismes qui trouvent à s'appliquer. Vous avez un vrai système de prélèvement à la source qui va s'appliquer pour les salaires et les pensions. Donc là, ce sont les entreprises ou les caisses de retraite qui versent ces rémunérations, qui vont opérer un prélèvement sur ce qui est versé. D'accord ? Et puis, on a un autre système qui est un système d'acompte contemporain qui va s'appliquer à toutes les professions libérales, qui va s'appliquer également aux revenus fonciers, et qui va s'appliquer également pour les dirigeants de sociétés. Donc là, on est sur on va dire le premier prélèvement, mais ensuite, il va y avoir le reversement, notamment pour les entreprises, le reversement des sommes prélevées aux impôts. Et là, petite précision, je ne sais pas si vous avez été concerné également, mais il faut savoir que il faut quand même mentionner son RIB dans sur le portail impôt.gouv et être sûr que le RIB est bien entré de manière à ce qu'au moment de l'échéance de prélèvement, les impôts ne soient pas sans compte bancaire pour pouvoir prélever ces fameux prélèvements à la source qui ont déjà été faits par l'entreprise. Vous me suivez au niveau Donc là, on a aussi reçu des informations des impôts. Les entreprises ont été sollicitées pour bien vérifier qu'elles avaient un RIB actif de rentrée sur leur compte de manière à ne pas louper le prélèvement de leur côté. Donc on est bien d'accord pour les sociétés qui sont structurées en SARL ou en CELARL, les dirigeants, la rémunération qui est versée aux dirigeants ne fait pas l'objet d'un prélèvement à la source. C'est aux dirigeants de verser un acompte.
L'assiette de l'acompte, donc c'est le bénéfice ou la rémunération nette que l'on soumet au barème progressif, donc le montant imposable qui figure sur votre bulletin de salaire. La période de référence de l'acompte. Alors justement, on parlait d'ajustement là tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, l'administration fiscale ne connaît que les revenus 2017 que l'on a déclarés en mai 2018. Donc pour le moment, c'est ça la référence pour l'assiette de l'acompte. C'est pour ça que vous avez dû avoir sur vos avis d'imposition déjà la préfiguration du montant de l'acompte ou du taux qui va vous être appliqué. Et puis, en 2019, on va déclarer nos revenus 2018. Donc là, nouvelle actualisation en fait de la situation. Et c'est ça l'un des intérêts, en tout cas, du système, c'est que justement, le taux ou le montant de l'acompte va pouvoir s'ajuster directement dès septembre prochain avec les nouveaux revenus que vous avez déclarés. En ce qui concerne les déficits, effectivement, si vous faites des déficits, par exemple fonciers, pour l'assiette de l'acompte, on ne le retient que pour 0. Enfin, ne sont pas compris dans l'assiette de l'acompte les revenus exceptionnels. Alors, comment on va déterminer le taux de prélèvement à la source ? Donc, chaque foyer va disposer d'un taux de prélèvement à la source qui sera déterminé en fonction de ses revenus. Globalement, si vous n'avez que des salaires, on va faire une règle de 3. On va prendre le montant de l'impôt sur le revenu qui est déterminé par l'application du barème, rapporté au montant des salaires, ça vous donne un taux de prélèvement. D'accord ? Donc le taux sera mis à jour automatiquement le 1er septembre à l'issue de la taxation des revenus d'une année sur l'autre. Ce taux va apparaître sur l'avis d'impôt. Ça va apparaître également sur l'espace perso impôt.gouv, là, sur impôt.gouv. L'usager aura l'obligation de signaler ces changements de situation de famille pour recalculer éventuellement de façon automatique le taux de prélèvement. D'accord ? Donc, quelle pourrait être une situation de famille ? Malheureusement, les situations de famille qui peuvent contribuer à augmenter le taux de prélèvement, c'est des situations qui sont souvent un peu douloureuses. Je ne vois pas tellement qu'ils soient très, très heureuses. Hein. C'est des séparations, des disparitions d'enfants ou des choses comme ça. Je suppose que l'administration vous en voudra pas, par contre, si vos charges de famille augmentent et que, du coup, votre taux de prélèvement baisse et que vous ne le signalez pas aux impôts. Donc, le taux de prélèvement pourra être modifié en cours d'année à l'initiative de l'usager. Donc, on pourra demander une modulation du taux s'il y a une évolution de la situation. D'accord ? On pourra également opter pour un taux individualisé. On va y revenir après, à ce que c'est que le taux individualisé. Et puis, on pourra aussi, à tout moment, opter pour le taux neutre. D'accord ? Juste, attention, une petite précision sur 2018, qui est en fait une année transitoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si certains contribuables ont vu leurs revenus diminuer en 2018 ou ils savent que les revenus vont diminuer en 2019, je prends l'exemple d'une cession de biens immobiliers, on avait des revenus fonciers en 2017, un petit peu en 2018, on n'en a plus en 2019. Le contribuable va être appelé en acompte sur les revenus fonciers connus par l'administration fiscale. Il ne pourra agir qu'à partir de l'année 2019. Donc il aura déjà des prélèvements qui seront exécutés par l'administration fiscale et il aura peut-être un prélèvement ou deux prélèvements, de temps qu'il déclare sa modulation comme c'est ouvert qu'à partir du 1er janvier, donc il ne pourra pas le faire avant le mois de janvier. Le temps que ça soit mis en route et rentré dans les tuyaux, c'est 60 jours. Donc ça veut dire que peut-être janvier, février sera déjà passé alors qu'il n'aura plus de revenus fonciers. Donc attention quand même. Aujourd'hui, il y a même si tout est en place, on ne pourra pas agir avant le mois de janvier. Donc il faut s'attendre à quelques prélèvements en trop au démarrage. Voilà. En espérant que ça pourra bouger beaucoup plus vite quand on déclarera des demandes de modulation. Donc au niveau de la modulation, on est bien d'accord. Le contribuable ne va pas pouvoir appeler l'administration en disant « Tiens, moi j'ai un taux de prélèvement à 25%, je voudrais qu'il soit à 15%. » On devra donner les raisons ou communiquer les éléments qui peuvent conduire à la baisse du taux de prélèvement.
D'accord ? Et c'est l'administration, après, qui fait le calcul du nouveau taux de prélèvement. D'accord ? Donc, exemple, en cours d'année, vous déclarez la vente de votre immeuble, vous dites que vous n'avez plus de revenus fonciers ou que vous n'avez plus qu'un seul immeuble, etc. C'est l'administration qui va faire les calculs. Avec une marge d'erreur dont il faut se méfier, parce que si vous demandez une modulation trop importante à la baisse et que ça s'avère inexact, vous pourrez être sanctionné par une majoration en fait, de l'impôt à payer. Alors, on parlait de prélèvements individualisés. Effectivement, pour les couples, vous avez la possibilité non pas d'appliquer le taux du foyer qu'on vous a déterminé sur votre feuille d'impôt par rapport à l'ensemble des revenus du foyer. S'il y a une différence importante de revenus entre les deux conjoints ou partenaires, vous avez la possibilité de demander à ce que chacun soit imposé sur un taux individualisé. Dans ces cas-là, le taux est calculé par rapport à l'impôt que la personne disposant des revenus les plus faibles aurait supporté s'il était seul. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est plutôt une option qui a un enjeu en matière de trésorerie. Disons, si chacun des conjoints ou des partenaires paye ses propres impôts, mais au bout du compte, l'addition des deux taux donnera le même montant à prélever chaque mois aux impôts. Donc là, il n'y a pas d'incidence. C'est plus pour dire, est-ce que moi, monsieur, je contribue à hauteur de mes revenus ? Et moi, madame, à hauteur des miens. Si par contre, vous avez une politique de gestion groupée de la trésorerie du couple, c'est assez indifférent de prendre cette option de taux individualisé. La motivation, elle peut être portée aussi par la confidentialité qu'un salarié peut avoir vis-à-vis de son employeur. Il veut pas que son employeur sache que son conjoint gagne beaucoup ou peu d'argent, peu importe. Mais voilà, c'est souvent la motivation alors surtout dans la partie salariée, c'est souvent leur motivation qui est vraiment une adaptation à leur rémunération pour ne pas que l'employeur s'imagine que ça gagne beaucoup de sous. Oui, l'idée qui avait été soulevée au niveau de la confidentialité, les gens avaient peur. En fait, vous êtes, ou je suis par exemple employé dans une société et mon employeur voit que j'ai un taux de prélèvement à la source de 40%. Et là, il se dit, tiens, c'est assez étonnant parce que compte tenu de la rémunération que je lui verse, je m'attends plutôt à un taux de prélèvement à 10%. Donc ça veut dire que son conjoint a un salaire exorbitant ou d'autres revenus très très importants. Donc du coup, je ne vais pas l'augmenter à la fin de l'année, ça ne sert à rien. Donc on a un taux individualisé, on a aussi le taux par défaut qui va s'appliquer à chaque fois que le taux normal ne peut pas être déterminé. Par exemple, si vous n'avez pas fait de déclaration fiscale antérieurement, c'est votre première rémunération, par exemple. Pour les personnes qui sont rattachées, donc auquel cas on va pas leur déterminer à eux un taux de prélèvement qui est spécifique, on va leur appliquer le taux neutre qui sera majoré de 11%. Je vous dirai pas pourquoi, pas maintenant. On peut avoir la situation où le taux pour des raisons qu'on ne maîtrise pas toujours, n'a pas été transmis à l'employeur. Donc l'employeur, s'il ne reçoit pas le taux pour un salarié, est obligé d'appliquer le taux neutre. Donc c'est un barème qui est fixé en fonction du niveau de rémunération qui correspond au taux d'imposition pour une personne célibataire pour une rémunération donnée. En théorie, l'employeur reçoit via le canal DSN tous les taux des salariés. S'il ne les a pas, il peut aller interroger une plateforme qui s'appelle Topaz. Voilà. Pour connaître, alors à partir du numéro de sécu du salarié, pour connaître son taux. Voilà. Et s'il n'a pas encore l'information, il applique le taux par défaut qu'on appelle aussi le taux neutre. Voilà un petit peu la catégorisation et la démarche de travail. Alors, donc le contribuable peut lui-même opter pour le taux neutre, donc, notamment s'il ne veut pas que son employeur sache qu'il a d'autres revenus qui induisent une augmentation de son taux de prélèvement. Auquel cas, je vais
normalement, dans la majorité des situations, avoir un taux de prélèvement qui sera inférieur au taux de prélèvement que l'employeur aurait dû appliquer par rapport à l'ensemble de mes revenus. D'accord ? Donc, l'employeur va prélever sur un taux neutre et moi, je vais devoir verser chaque mois un complément au trésor public pour que ça matche par rapport au taux qui avait été affiché sur mon avis d'imposition. Alors le taux par défaut, là vous voyez la grille qui est appliquée, ça correspond au salaire d'un célibataire sans enfant. Donc il faut quand même avoir conscience que ce taux par défaut, finalement, il peut quand même s'avérer supérieur à celui qui aurait dû être versé, puisque vous pouvez être marié, avoir des enfants. Donc il faut quand même bien mesurer que l'opportunité ou pas de prendre ce taux par défaut, puisque Laurent disait à juste titre que dans la plupart du temps, on prend un taux qui va être inférieur et on va être obligé de verser un complément sur un compte personnel. Mais là, il peut aussi s'avérer que si, par exemple, vous êtes marié avec plusieurs enfants et que vous prenez ce taux par défaut, finalement, vous allez faire une avance de trésorerie plus rapide à l'administration fiscale. Donc ça reste possible, mais bien mesuré si c'est bien le souhait. Il y a effectivement un cas de figure qui, à mon avis, n'a pas été prévu par le gouvernement. C'est la situation où votre taux de prélèvement qui apparaît sur votre avis d'imposition n'est pas important. Au contraire, il est faible parce que vous avez des charges de famille, ou vous avez des pensions alimentaires astronomiques à verser. Et vous pouvez ne pas vouloir que votre employeur sache que vous avez un niveau d'imposition faible. Parce que de la même façon, on pourrait se dire, tiens, un employeur, sachant que mon employé a un niveau d'imposition faible, pourrait se dire, celui-là, de toute façon, je peux lui demander n'importe quoi, il ne va pas partir parce qu'il a besoin de sa rémunération. Et dans ce cas de figure-là, la seule solution, c'est d'opter pour le taux neutre. Mais du coup, vous avez un niveau de prélèvement qui est supérieur à ce que vous devriez avoir. Modulation du taux, ça, on l'a déjà en partie vu. Hein. Donc, pour 2019, donc, on a une modulation possible jusqu'en septembre 2018, directement sur le site impôts.gouv. Pour les années suivantes, on va avoir toujours la possibilité de moduler en allant sur le site internet impôts.gouv. La modulation à la hausse est libre, bien entendu, et la modulation à la baisse, eh bien, ça va dépendre des arguments que vous présentez à l'administration, et c'est évidemment sous la responsabilité du contribuable, avec une sanction si on se retrouve à la fin de la période avec un écart supérieur à 10%, ou 200 € de prélèvement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre qu'on n'a pas dit ? Donc, on ne peut pas utiliser la modulation des taux de prélèvement pour anticiper le fait qu'on va avoir des réductions d'impôts, d'accord, contrairement à ce qu'on pouvait espérer au début. Et donc, voilà. Donc, on a une majoration de 10%. Qui sera calculé sur le montant qu'on aurait dû verser si la modulation à la baisse était excessive. Aujourd'hui, la modulation, normalement, a été possible jusqu'en septembre, hein, si je résume un petit peu. Après, vous avez toujours le choix du taux individualisé ou non, mais c'est tout. On peut plus, là, pour l'instant, on ne peut plus moduler jusqu'au début janvier. Voilà. Mais le choix du taux, on peut toujours le faire. Alors, la problématique des crédits d'impôt et des réductions d'impôt qui a pas mal évolué depuis le début. Effectivement, on pouvait trouver ça pas tout à fait normal de ne pas pouvoir bénéficier tout de suite des crédits ou réductions d'impôt. Alors, les crédits d'impôt, là, il n'y a pas de changement, c'est comme actuellement. On ne les touchera finalement qu'une fois qu'on aura déclaré nos revenus, donc avec un décalage d'une année. En revanche, pour ce qui est emploi domicile, garde d'enfants, dont et puis ça a été justement élargi avec la pression
de certains organismes aux investissements locatifs. Par exemple, vous faites des investissements du flot, cellier ou plus anciens qui ouvrent droit à réduction d'impôt. Là, on va vous permettre de bénéficier dès le 15 janvier prochain de 60% de la réduction que vous avez eue. Donc là, je me place en janvier 2019. L'année de référence de l'administration fiscale, c'est les revenus 2017. Donc si en 2017, vous avez eu des réductions d'impôts, donc que ce soit emploi à domicile, cellier ou autre, là, on va vous donner 60% dès le 15 janvier. Et puis bien entendu, une fois que vous aurez fait vraiment votre déclaration de revenus 2018 en 2019, on va vérifier que cette avance était effective et on va vous donner le solde. En revanche, si finalement vous aviez fait appel à des gardes d'enfants par exemple en 2017 mais qu'il ne s'est rien passé en 2018, les 60% que vous avez versés, on va vous demander de les restituer. Voilà, donc pour toutes ces catégories, il y a un petit décalage, mais avec une avance de 60% donc au 15 janvier. Par rapport à ça, en fait, si on compare à ce qui se passait avant, on avait du prélèvement linéaire toute l'année, ou relativement linéaire, parce que on pouvait régulariser les acomptes en fin d'année en fonction du bon calcul de l'impôt. Aujourd'hui, vous allez partir sur des prélèvements relativement hauts pour ceux qui ont des réductions et des crédits d'impôt. On va partir sur des prélèvements mensuels relativement hauts. Et puis au mois de janvier et au mois de septembre, il y aura des versements correspondant au crédit d'impôt. D'accord ? Donc sur le plan de la trésorerie, voilà, il faudra le prévoir, il faudra l'anticiper un petit peu, et ça c'est un petit point important pour ceux qui sont concernés. Voilà, pour ceux par exemple qui n'auraient pas fait de réduction d'impôt par contre en 2017 et qui font une réduction en 2018, il faudra bien attendre 2019 pour voir la restitution apportée. Je vais vous donner un petit cas très, très pratique. J'ai un client qui est retraité. Son prélèvement à la source sera opéré par les organismes de retraite. Il ne recevra que du net. Il a des revenus fonciers. Il doit payer à peu près 700 € par mois d'acompte toute l'année. Donc ça sera prélevé directement par les impôts sur son compte. Et puis, il a environ 2500 € de crédit d'impôt. Donc il va toucher un peu plus de 2500 € au mois de janvier. Et puis, il touchera le complément 1000 € au mois de septembre. Donc vous voyez, le mois de janvier, par exemple, il va avoir plus de rentrées que de sorties. De février jusqu'à août, il va avoir 750 qui vont sortir tous les mois. Et puis, en septembre, c'est pareil, il aura une petite rentrée de 300 €, et puis sur la fin d'année, il aura encore des prélèvements. Donc quand je lui ai expliqué ça, pour lui, c'était un petit peu plus compliqué, alors qu'avant, il était en prélèvement, tout simplement, et c'était relativement linéaire. Voilà, ça peut être des petites choses qui vont chambouler les gens dans les têtes. Alors, comme on l'a dit, tous les revenus ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Donc, qu'en est-il pour ces revenus ? Eh bien, assez simplement, ils seront taxés comme chaque année, ils sont taxés sur l'avis d'imposition, puisqu'ils seront intégrés dans la déclaration d'impôt sur les revenus. Donc ce sera des revenus pour lesquels il n'y a pas eu de prélèvement ni de versement d'acompte. Donc on va avoir un solde d'impôt à payer qui va correspondre à ces revenus. Voilà, alors l'entreprise, avec... est-ce que je vous donne quand même votre bulletin de paie avec toutes les retenues qu'il y a eu on va voir. Alors effectivement, certaines entreprises ont déjà anticipé pour que les salariés ne soient pas trop effrayés quand ça va vraiment être effectif. Donc voilà, entreprise et le pass, je laisse passer. Donc, quelles sont les nouvelles obligations et responsabilités de l'employeur dans la mise en œuvre de ce prélèvement à source ? Dans le cas général, l'entreprise va avoir 4 obligations. Donc, appliquer le taux transmis par la DGFiP. Donc, l'entreprise n'aura pas appliqué un taux de manière rétroactive. D'accord ? Pour toute réclamation, le salarié devra s'adresser à la DGFiP. Et c'est une fois que la DGFiP a validé la modification du taux, le nouveau taux est transmis à l'employeur qui l'applique sur la rémunération en cours. Il n'y a pas de retour en arrière. La deuxième obligation, c'est d'opérer ce prélèvement à la source, donc sur la rémunération versée. D'accord ?
donc en appliquant le taux de prélèvement au salaire net imposable. La troisième obligation, c'est de déclarer les montants qui sont prélevés pour chaque bénéficiaire. Et la quatrième obligation, est tout de même assez importante, c'est de reverser le montant du prélèvement à la DGFiP. D'accord ? Donc là, les entreprises ont un petit délai, il y a un petit effet de trésorerie. Donc Yann va nous parler. Après, il faut avoir une gestion assez fine de la trésorerie pour en bénéficier. Sur le point 3 et point 4, donc, effectivement, c'est le même système que les autres organismes sociaux de type URSSAF et caisse de retraite. C'est via la DSN que ça va être envoyé sur le plan de l'information. Et puis, ça ne sera pas un reversement volontaire, ce sera un prélèvement. C'est ça que j'avais un petit peu anticipé tout à l'heure. C'est vraiment un prélèvement qui est effectué à date d'échéance. C'est pour le point 4. Alors bien sûr, des sanctions ont été prévues en cas de manquement sur les montants qui auraient dû être retenus. Donc si vous faites des omissions ou des inexactitudes sur les montants à retenir, vous avez juste une pénalité de 5%. Si on ne dépose pas dans les délais les déclarations qu'on devait faire, c'est 10%. Voilà, majoré dans les 30 jours d'une mise en demeure 40%. Bon, c'est les sanctions classiques qu'on trouve en matière de sanctions fiscales. Si vous faites délibérément une retenue et que vous ne versez délibérément pas ce que vous devriez reverser, c'est 80%. Alors l'amende minimum, je me pose la question, est-ce que c'est pas 250 €? Si ça n'a pas été abaissé à 250 €, je me demande, non, ah bon, si ça n'a pas été voilà. Alors après, donc ça c'était les sanctions concernant les déclarations. Ensuite, les sanctions concernant l'insuffisance ou l'absence de paiement, là aussi ça va être 5% de ce qui n'a pas été payé. Et si c'est seulement la procédure de télérèglement qui n'a pas été respectée, là c'est 0,2%. A priori, il n'y a pas de cumul entre les 5% qui sont liés à l'omission et les 5% qui sont liés à l'insuffisance. On aurait pu se dire, tiens, j'ai omis de faire ma déclaration de prélèvement à source. Ça, c'est un premier truc, j'ai 5%. Et en plus, du coup, j'ai oublié de les reverser au Trésor public. Donc, j'aurais pu avoir un 10%. Mais non, on ne les cumule pas. Donc, vous voyez qu'il y a deux grands cas de figure. Hein. L'entreprise opère le prélèvement à la source et ne le déclare pas. Donc, ça, c'est assez grave. Il n'y a pas de conséquences pour le contribuable. Parce qu'on ne va pas demander au contribuable de payer l'impôt qui aura fait l'objet d'une retenue à la source. D'accord ? La retenue à la source, ça sera au Trésor public d'aller chercher cette retenue à la source chez l'employeur ou dans la caisse de retraite. Et par contre, on a des cas de figure où l'employeur aura simplement omis d'opérer le prélèvement à la source. L'employeur aura une sanction, mais ce prélèvement à la source qui n'aura pas été fait, et en définitive, il devra être payé à la fin, au moment de l'imposition, par le contribuable. Alors, au niveau technique, comment va se faire la collecte de cet impôt ? Donc, le prélèvement à la source s'intègre dans la déclaration sociale nominative, qui est une déclaration que font les employeurs tous les mois. Les données de la DSN ont déjà été, sont de toute façon transmises à la DGFiP. C'est à partir de ces informations qu'elle pré-remplit les déclarations d'impôt sur le revenu pour les salariés et les pensionnés. On en a parlé, le reversement s'effectue sous la forme d'un prélèvement par la DGFiP sur le compte bancaire du collecteur. En principe, ce versement s'opère tous les mois et il peut sur option être trimestriel pour les employeurs de moins de 11 salariés. Juste petite précision sur le passereau, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là. C'est juste le prélèvement, ça veut dire prélèvement à la source pour les revenus autres. C'est à peu près ça que ça veut dire. C'est destiné surtout aux services publics. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'obligation de passer à la DSN comme les entreprises du privé. Et donc, eux doivent utiliser un autre canal pour reverser les prélèvements à la source. Voilà. Si vous entendez parler de passereau, c'est ça. Donc, c'est l'année de transition
dite l'année blanche. On en a beaucoup parlé. Donc, le principe, c'est qu'on ne peut pas avoir de double prélèvement. On ne peut pas à la fois payer en 2019 le prélèvement à la source 2019 et en plus l'impôt sur le revenu qu'on va déclarer sur les revenus 2018. Donc, comment faire pour éviter ce double prélèvement ? Alors, il a été décidé qu'on maintenait malgré tout la déclaration des revenus 2018, toujours notamment pour permettre au taux de s'adapter à la situation du contribuable, mais on déclarera l'impôt sur le revenu, mais cet impôt, qui normalement aurait dû être collecté, va être neutralisé par l'imputation d'un crédit d'impôt. On en reparlera tout à l'heure, c'est le fameux CIMR. Mais alors, sauf pour les revenus exceptionnels. Pour les revenus exceptionnels, il n'y aura pas cette restitution d'impôt. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une année blanche, mais elle n'est pas forcément blanche pour tout le monde. Les revenus exceptionnels restent taxés. On en a parlé également, les réductions et les crédits d'impôt acquis en 2018 feront bien l'objet d'une restitution. Pour certains, donc 60% aura déjà été versé en janvier. Sur cette année 2018, il n'y a aucune intervention des collecteurs. C'est le contribuable qui, comme d'habitude, fait sa déclaration d'impôt. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui devra identifier dans ses revenus qu'est-ce qui relève de l'exceptionnel et qu'est-ce qui relève du revenu dit normal et donc qui sera couvert par le CIMR. Alors, pour certains, ça peut ne pas poser de difficultés, mais on va voir un peu plus tard que ça peut ne pas être si simple que ça. Mais en tout cas, c'est le contribuable qui décide, après sous réserve de contrôle, mais qui décide si ce qu'il a fait est normal ou pas. Des mesures anti-optimisation ont été prises, on en parlera également. Les entreprises peuvent tout de même donner un petit coup de main à leurs employés pour les aider à qualifier certains revenus quand il y a une interrogation qui est généralisée pour un ensemble de salariés. Donc les entreprises peuvent demander un rescrit administration sur la qualification de revenus exceptionnels ou non. Et en l'absence de réponse, ça vaut acceptation. Dans les 3 mois, je crois. Comment vont être imposés les revenus de l'année 2018 ? Donc, les revenus non exceptionnels qui entrent dans le champ du prélèvement à la source font l'objet d'un crédit d'impôt. Et seulement ceux-là. D'accord ? Donc, on est dans le cas de figure, 90% de vos revenus rentrent dans le champ d'application du prélèvement à la source. Vous allez avoir un crédit d'impôt de 90% du montant de votre impôt. D'accord ? Et le reste, il faudra payer l'impôt. Si 100% de vos revenus rentrent dans le champ d'application du prélèvement à source, vous avez un crédit d'impôt de 100% qui viendra s'imputer sur le montant de votre impôt sur le revenu, qui ramènera l'impôt sur le revenu à 0. D'accord ? Donc le crédit d'impôt, donc le CIMR, donc c'est ce crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. D'accord ? Donc ça correspond à l'impôt qui aurait dû être acquitté au titre des revenus concernés perçus en 2018. Donc l'impôt sur le revenu restant sur les autres revenus. D'accord ? Et le CIMR, si jamais on se retrouve avec un crédit d'impôt qui est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu, parce qu'on pourra avoir des réductions et des crédits d'impôt, d'accord ? Et ce CIMR est restituable. Alors qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel ? Ça serait trop simple d'avoir une définition très précise. Donc la définition générale, c'est tout revenu non susceptible d'être recueilli annuellement. Donc il y a quand même un BOFIP, donc c'est-à-dire de la littérature de l'administration fiscale qui est venue nous aider par catégorie de revenus pour nous donner un peu une liste de ce qu'elle considère comme pouvant être qualifié d'exceptionnel. Donc on va en revoir certains. En matière de salaire notamment ou de revenus fonciers. Oui, l'idée c'est de neutraliser une espèce de double imposition sur une année donnée. Donc on cherche à neutraliser un impôt sur des revenus normaux, d'accord ? Donc on neutralise que sur les revenus normaux. Donc on doit
attribuer un qualificatif de revenu exceptionnel à certains revenus. Donc, par exemple, pour les salaires, les indemnités de fin de mandat pour les dirigeants, les indemnités qui sont versées à raison de la prise d'un mandat social. Vous arrivez, vous êtes nommé, par exemple, vous créez une nouvelle structure, une SAS, et vous attribuez une prime d'embauche de 1 million. Cette prime est soumise au prélèvement à la source. Elle rentre dans le champ d'application du prélèvement à la source. Mais elle est qualifiée de revenu exceptionnel si elle est perçue en 2018. Donc vous serez imposé là-dessus. Il n'est pas question de la neutraliser par le biais d'un crédit d'impôt. De la même façon, indemnité de clientèle, de cessation d'activité, indemnité perçue en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle, etc. Ces indemnités-là, elles sont considérées comme exceptionnelles. Des primes de signature et des indemnités liées pour les transferts de sportifs. De la même façon, on considère que c'est de l'exception. Alors, on a toute une liste dont on a considéré qu'il était sage de ne pas vous saouler avec. Donc, on va parler... Par contre, il y a quelques salaires qui pourraient être exceptionnels, mais qui ne le sont pas. Oui, d'ailleurs, je découvre avec vous. Je pensais que cela était plutôt exceptionnel. Donc, ouais, comme quoi, c'est pas forcément évident. Donc, ne sont pas exceptionnelles les indemnités compensatrices de congé, les indemnités compensatrices de préavis, de fin de CDD ou les indemnités de fin de mission. Donc, si vous êtes confronté à ça, regardez déjà le BOFIP pour savoir si vous avez la réponse. Et si vous ne l'avez pas, il va falloir trancher. Sur le plan philosophique, donc quand on regarde un petit peu comment ils ont travaillé le calcul de CIMR, on se rend compte en gros qu'effectivement les revenus exceptionnels, mais vraiment exceptionnels, qui sortent de la normalité, ceux-là sont taxés et ne font pas partie de CIMR. Pour l'ensemble des salariés, à partir du moment où on considère qu'ils ne sont pas maîtres de leur rémunération, on va considérer que ça rentre dans le champ du normal. Même si, effectivement, il y a des indemnités de compensation, de congés, de préavis, de fin de CDD, etc. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas eux qui maîtrisent leur niveau de revenu. Et puis après, on va voir la troisième phase, des indépendants, on va en parler après, où là, on considère que finalement, l'employeur et l'employé, c'est la même chose, où la personne gère sa rémunération comme elle l'entend. Et là, il y a des contraintes à respecter et ils sont en surveillance. Ils seront en surveillance. Voilà. Mais la philosophie générale, c'est ça. C'est revenu exceptionnel, donc effectivement un peu extérieur, on ne maîtrise pas trop. Après, à partir du moment où on ne maîtrise pas notre rémunération et que c'est l'employeur qui la maîtrise, on peut avoir des revenus exceptionnels qui ne seront pas taxés. Et derrière, il reste les revenus des indépendants dont on va parler. Donc pour les indépendants, donc on parle des professions libérales, des commerçants qui sont en individuel, donc en bénéfices industriels commerciaux, les agriculteurs qui sont en individuel, qui perçoivent des bénéfices agricoles. Donc pour cela, il y a certains éléments du bénéfice qui sont qualifiés d'exceptionnels, donc les plus et moins-values, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance qui compensent la perte d'un actif immobilisé. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a. Par contre, attention, mais on va y revenir, il y a des mesures anti-abus qui ont été mises en place, effectivement, pour ces personnes qui peuvent piloter plus ou moins leur niveau de revenus. Alors, les revenus fonciers, c'est aussi une catégorie de revenus qui pose pas mal de questions. Sont considérés comme exceptionnels. Donc, les remises de biens immobiliers, par exemple, en fin de bail. Si vous avez eu par exemple des arriérés de loyer ou si vous avez pareil eu des loyers qui ont couvert une période de plus de 12 mois mais qui ont été encaissés sur toute une année, dans ces cas-là, les loyers supérieurs à la période de 12 mois sont considérés comme de l'exceptionnel. Il peut arriver qu'il y ait une remise en cause des régimes de faveur pour non-respect de certaines conditions. Dans ces cas-là, le revenu imposable lié à la remise en cause du régime, là aussi, sera considéré comme un revenu exceptionnel.
Pour ceux qui ont des immeubles en copropriété qui doivent chaque année régulariser la part non déductible des charges de copropriété avec les éléments que le syndic nous donne l'année N+1, et ben cette régularisation de la part non déductible, là aussi, ce sera un revenu foncier exceptionnel. Ça ne va pas être simple au niveau des revenus fonciers. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez l'idée. Alors effectivement, sur les loyers qui excèdent une période de 12 mois, donc on a le cas de figure où on se retrouve en 2018 à percevoir un arriéré de loyer, mais on a aussi le cas de figure où il y a des petits malins qui pourraient se dire, tiens, en 2018, mes revenus fonciers, en définitive, ils sont défiscalisés, donc je vais aller voir mes locataires et je vais leur dire, tu me payes 5 ans de loyer, je te fais une remise de 25%, et que si je perçois tout en 2018, j'aurais pu ne pas être imposé. Mais heureusement, il y a des mesures anti-abus. Alors, pour les professions libérales, enfin pour les indépendants, on a donc un système anti-abus pour les revenus qui sont faciles à piloter. Alors, c'est plus ou moins facile à piloter. Après, quand on est en indépendant, on fait un peu ce qu'on peut. Donc, ça concerne les BIC, les BNC, les BA, les TNS, donc la rémunération qui est versée aux dirigeants de CELARL ou de SARL, mais aussi les salaires qui sont versés à des dirigeants de sociétés qui ont le contrôle de leur société. D'accord ? Eux ou leur famille. D'accord ? Donc, la règle la plus simple, en fait, c'est qu'on va considérer que tout ce qui dépasse la plus haute des rémunérations, la plus haute des 3 dernières années de rémunération, tout ce qui excède sera qualifié de revenu exceptionnel et donc fera l'objet d'une imposition. D'accord ? Donc, si sur vos 3 dernières années, vous avez perçu une rémunération constante de 70 000 €, qu'en 2018, vous avez fait une bonne année, quelles que soient les raisons, vous versez une rémunération de 100 000 €, vous aurez 70 000 € qui vont bénéficier du crédit impôt pour la modernisation du recouvrement et 30 000 € qui feront l'objet d'une imposition. D'accord ? Le cas échéant, si en 2018, vous percevez votre première rémunération, votre premier bénéfice, à ce moment-là, on va recalculer le crédit impôt recherche, le crédit impôt pour la modernisation du recouvrement, on va le redéterminer a posteriori en regardant les revenus qui ont été déclarés pour 2019. D'accord ? Donc, par exemple, vous créez une société en 2018, vous versez une première rémunération. Évidemment, il n'y a pas de référentiel sur les 3 dernières années. Et donc là, vous dites, comme je n'ai pas de référentiel, youpi, je me verse 1 million de rémunération, je la mets en compte courant, je verrai bien demain. Et donc, évidemment, l'administration va regarder, et ça va se faire d'ailleurs de façon automatique, va regarder quelle est la rémunération que vous versez en 2019, pour voir si la rémunération que vous êtes versée en 2018 était une rémunération normale ou comportait une part exceptionnelle. C'est le cas aussi en progression de rémunération. Si vous avez progressé depuis 2015 de rémunération, vous êtes parti à 30 et vous arrivez à 100, je dis une bêtise, hein, et puis donc vous faites 30, 50, 80 en 2017, en 2018 vous dites 90 et en 2019 vous dites 100. Voilà, vous avez fait progresser votre rémunération. On regardera quand même 2019 pour apprécier le caractère exceptionnel ou non de 2018. Voilà comment ça se passera. Pour illustrer le propos, on a fait un exemple. En 2015, donc, il y a eu une rémunération de 50 000, 2016, 60 000, 2017, 70 000 et 2008, toujours en progression, 80 000. Alors, avec la mesure anti-abus prévue, on va limiter dans un premier temps le CIMR à la plus forte des 3 années précédentes. Donc, au cas particulier,
La plus forte de 2015, 2016, 2017, c'était 70 000. Donc l'impôt sur le revenu de 15 975, le CIMR va être limité à 15 975 sur le ratio de 70 000 sur 80 000. Il va être limité à 13 978. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis l'année suivante, si finalement on justifie le fait qu'on a eu une hausse de rémunération, puisque vous voyez que même en 2019, on continue à augmenter son salaire, là, on considère que effectivement la hausse était justifiée, et donc le complément de CIMR qu'on aurait dû initialement percevoir, mais qu'on n'a pas perçu à cause de la clause anti-abus, on va pouvoir le récupérer. Donc là, vous voyez bien, 13 978 plus le reliquat de 1997, c'est comme si on avait eu notre CIMR initial. Sauf que voilà, ça se fait en 2 temps et qu'en plus, c'est pas automatique. C'est quand même aux contribuables de demander à ce que cette restitution soit effectuée. De la même façon, on pourrait toujours essayer de justifier, si on a une clause anti-abus qui s'applique et qu'on a des raisons de dire voilà pourquoi notre salaire a varié dans telle ou telle proportion, on a toujours la possibilité de poser une réclamation pour dire je devais bien voir un CIMR complet. Maintenant, je ne sais pas comment les réclamations seront traitées, mais voilà, c'est par le biais de réclamations qu'il faut le faire. Vous l'avez compris, pour les dirigeants, 2018 n'est pas l'année où il faut baisser sa rémunération. Il faut, à minima, maintenir sa rémunération par rapport à la plus haute des 3 dernières années, d'accord, quitte à se verser une rémunération en compte courant. Oui, au cas particulier, voilà, 2018, elle doit être au moins égale à 70 000. Ce serait idiot de se verser que 60 000, alors que de toute façon, vous avez le droit à 70 000 en exonération d'impôt. Et donc maintenant, on va vous parler du système anti-abus qui a été mis en place pour les revenus fonciers. Et puis on va vous garder une petite surprise pour la fin. Donc en revenu foncier, l'approche du contribuable, ça serait de dire il faut que je maximise mon revenu foncier. Donc on a évoqué la solution qui consiste à aller voir ses locataires pour se faire payer des loyers en avance, mais c'est assez compliqué et on a vu que de toute façon ça passait en revenu exceptionnel. Et l'autre approche, c'est d'arrêter toute dépense. Si j'avais des travaux à faire, eh bien, je ne fais pas mes travaux, ou en tout cas, je ne les paye pas en 2018. Comme ça, je vais augmenter mon revenu foncier. Et comme ce revenu foncier est exonéré, eh bien, je passerai en déduction mes travaux l'année suivante. D'accord ? Donc, la première mesure anti-abus qui a été mise en place, c'est de dire, eh bien, écoutez, les dépenses, exceptionnellement, en 2018, elles ne vont pas être déductibles par rapport à la date de paiement, mais par rapport à leur échéance normale. D'accord ? Donc, si vous avez une facture de travaux qui normalement était à payer en 2018, le fait que vous retardiez le paiement jusqu'en 2019, ça ne va pas vous permettre de la déduire en 2019. Donc, les dépenses de travaux, je vais pouvoir les déduire en totalité en 2018, si je les passe en 2018, parce que ça veut dire que je baisse mon revenu foncier. Par contre, je ne pourrai déduire que la moyenne des travaux 2018 et 2019. L'idée étant de se dire, si jamais je décale tous mes revenus, tous mes travaux en 2019, eh bien, je ne pourrai déduire que 50% du montant de ces travaux. Voilà, donc cette règle de déduction des travaux, là, alors sauf travaux d'urgence ou relatifs aux monuments historiques, je crois. Donc pour les travaux dont on a la maîtrise, on va dire, la règle, donc, c'est que 2018, on déduit 100%. En revanche, 2019, on ne déduira que la moyenne de 2018 et 2019. Voilà, donc dans le premier cas de figure, on n'a pas fait de travaux en 2018. Donc en 2018, on n'a rien déduit, normal. En 2019, on a fait 5 000 de travaux. Et ben en 2019, il n'y aura que 2 500 € de travaux qui seront déduits. Donc là, c'est l'hypothèse pas très optimum en matière de déduction.
Le deuxième cas de figure, donc vous faites des travaux de 2000 en 2018 et 3000 en 2019, donc toujours 100% déduit en 2018. En revanche, en 2019, on ne déduit que la moitié de 2000 plus 3000, donc 2500. L'autre, pareil, l'autre exemple est un peu équivalent, sauf qu'on en fait un peu plus en 2018. Donc toujours 2018 déduit intégralement et 2019 par moitié, donc de 2500. Et enfin, dernier cas de figure, on n'en fait que en 2018. Alors là, ça peut être intéressant dans certains cas. C'est que non seulement vous déduisez les travaux que vous avez faits en 2018, et alors que vous n'en avez pas fait en 2019, vous avez quand même la possibilité d'en déduire 2500. Alors, c'est un sujet assez, qui mériterait presque à lui-même une réflexion. Maintenant, on est un peu en fin de course pour avoir des arbitrages à faire. Je pense que sur ce point, Yann Trudet va vous donner quelques petites explications, mais c'est vrai que pour certaines personnes, il pouvait y avoir quelques avantages à faire beaucoup de travaux en 2018. Et comme il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de 2018, dépêchez-vous. Contactez vite les artisans, mais qui sont déjà débordés aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous aurez le temps d'organiser beaucoup de travaux sur vos revenus fonciers. Moi, j'ai eu un cas, où on s'est posé la question assez tôt dans l'année de savoir s'il fallait organiser les travaux sur 2018 ou 2019. On a fait une simulation et effectivement, on s'est rendu compte que c'était très très valable, tout en respectant les textes, de les passer sur 2018. Donc ça, on a fait ça dès qu'on a eu les précisions entre juin et septembre. Et on s'est rendu compte que non seulement on pouvait déduire des grosses sommes en 2018, que ça pouvait aussi générer des déficits reportables l'année suivante, ce qu'on ne voit pas dans le tableau, et qu'on régénérait de nouveaux travaux qui pouvaient eux aussi régénérer des nouveaux déficits sur 2019. Donc des impacts assez importants sur forcément le niveau d'impôt. Malheureusement, on est déjà fin 2018, donc voilà. Alors, comme vous avez tous bien suivi, évidemment, notre exemple tel qu'il est présenté, il est très très simple. Donc, vous avez bien compris que l'optimisation, effectivement, comme le sous-entendait un petit peu Yann, elle ne joue que si vous êtes en déficit foncier. D'accord ? Je suis là. Si je déduis mes 5 000 € de travaux, si j'ai 10 000 € de revenus fonciers et que je déduis 5 000 de travaux, on pouvait me retrouver avec des revenus fonciers en 2018 de 5 000 €. Je ne serais pas imposé sur ces 5 000 €, tant mieux pour moi, mais c'est exactement la même chose que si j'avais eu 10 000 € de revenus fonciers. D'accord ? Par contre, si je suis en déficit, si je suis structurellement en déficit, les 5 000 € de travaux que je vais faire, je vais les conserver en déficit. Je vais montrer, imaginons que par exemple, je n'ai pas de revenus fonciers pour un schéma simple, j'ai 0 en revenus, et bien, je suis obligé de faire des travaux. J'ai 5 000 € de déficit, et les 5 000, je vais me retrouver à déduire l'année suivante 2 500 €, la moyenne de mes travaux sur les 2 années, mais je vais en plus reporter mon déficit foncier de 2018. Donc je vais bien déduire 7 500 €, donc 1,5 fois le montant de mes travaux. Donc on vous remercie de votre attention, d'être venu nous écouter. Et maintenant, bien entendu, si vous avez des questions, nous sommes tous les trois à votre disposition.